Et puis, on va pas tarder à démarrer. C'est bon. Oui, pour pas prendre trop de retard, comme on a quand même plusieurs intervenants. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Je vais partager mon écran. Je pense que tout le monde voit mon écran. C'est bon? Oui, super. Super. Donc, on est ensemble de 11 h à 12h30 à peu près. La thématique de ce webinaire, c'est le décret tertiaire de la réglementation à l'action. Donc, ce que vous n'allez pas trouver dans ce webinaire, c'est des détails sur la réglementation assez poussés, Exactement. Ouais, voilà, les ouais, bah, des impératifs fois, t'as pas le temps, hein. réglementaires, etc. C'est pas exactement la thématique de ce webinaire. Il y a déjà beaucoup de ressources qui existent sur le sujet. Antoine va évoquer un peu tout ça très rapidement en introduction, mais c'est vraiment pas la thématique. Et après, on aura plusieurs exemples assez concrets. Donc, d'abord, une intervention de Ariane Lesage, donc du CEREMA, sur un outil développé sur le CEREMA, sur comment déterminer une année de référence et un exemple de retour d'expérience d'accompagnement de rénovation. Après, nous aurons donc un retour d'expérience de la SPL ALEC de l'Ain par Myriam sur l'offre qu'elle a mis en place en tant que CT2ES, donc rénovation des bâtiments médicaux, sur comment voilà on adapte son offre et comment elle accompagne les locaux, les bâtiments médicaux dans le cadre des critères tertiaires plus précisément. Et on finira par un retour d'expérience aussi d'un bureau d'études, Nepsen, sur pareil comment ils ont adapté leurs audits et leurs méthodologies et leurs exigences au décret tertiaire et comment ils essaient de mettre en place une stratégie qui permette d'y répondre. Donc vraiment, toutes les questions sur ces stratégies, sur est-ce qu'on vise direct le 60% ou est-ce qu'on part d'abord sur le 40%, en termes de travaux, comment on intègre l'exploitation ou pas, ou voilà, c'est vraiment des thématiques qu'on va aborder. Comme je disais, c'est pas une thématique réglementation pure et dure, détricotage du texte. De toute façon, on n'aura pas le temps d'y arrêter. Donc bienvenue à tous. Hop. Donc, je vais vous présenter très rapidement le centre de ressources tertiaires. C'est un centre de ressources régional en Auvergne-Rhône-Alpes pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, porté par l'État, notamment la DREAL, en la personne d'Antoine qui interviendra juste après moi, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME et la Banque des territoires depuis 2019, animé par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement en tant qu'animateur, et c'est vraiment à destination de tous les acteurs territoriaux au sens large, EPCI, syndicats, ALEC, SPL, agences d'ingénierie, et j'en passe, maîtres d'ouvrage publics et privés, pour vraiment l'objectif du centre de ressources, c'est vous proposer des ressources, centraliser de l'information, il y a un site internet aussi, donner de la cohérence, vous proposer très régulièrement des webinaires sur divers sujets techniques, organisationnels ou autres pour répondre à vos besoins sur la thématique de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Les actes d'action du centre de ressources. Vous allez trouver notamment sur le site des informations techniques et des ressources, des retours d'expérience, des pages thématiques, des contacts aussi des structures qui peuvent vous accompagner en région, principalement les structures publiques qu'on a recensées. Donc, ce n'est pas une liste de bureaux d'études, mais si vous allez sur le site, vous avez des pages thématiques, par exemple un allié, où vous allez avoir la liste des contacts des différentes structures qui peuvent vous accompagner dans les projets. Il y a une veille, et si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire à la lettre bâtiment qui arrive tous les mois, qui vous donne un récapitulatif de l'actualité régionale et nationale sur la rénovation des bâtiments et des actualités qui sont régulièrement mises à jour sur le site web, donc rénotertiaire-aura. Il y a aussi un gros volet animation, donc avec des webinaires, des groupes de travail sur différents sujets, les C2E, collège, lycée, télésuivi, etc. Et puis une journée régionale des accompagnateurs où vous aurez toutes les infos en temps et en heure et vous serez bien sûr conviés. Au niveau du premier semestre 2024, c'est les événements déjà calés. Il y en a d'autres qui vont arriver. Les dates sont pas forcément calées. Vous aurez toutes les informations dans la lettre bâtiment. Donc aujourd'hui, sur le comment passer à l'action pour répondre aux objectifs du décret. Le 21 mai, un webinaire, ce sera toujours à 11 h sur les matériaux biosourcés.
Et le 4 juin a confirmé, mais vous pouvez quand même noter la date, sur le FEDER, le Fonds vert et la complémentarité des aides. À noter aussi, c'est pas un événement organisé dans le cadre du centre de ressources, mais ça peut vous intéresser. Il y a la journée de l'éco-bâtiment organisée par le cluster éco-bâtiment à Clermont-Ferrand le 11 juin, donc avec des professionnels du bâtiment. On l'a mis, voilà, à toute fin utile. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à récupérer des informations là-dessus. Et voilà, le site rénotertiaire-aura.fr et les deux personnes vraiment référentes avec les adresses mail pour, si vous voulez nous contacter. Le programme du webinaire, donc comme je disais, une petite introduction par Antoine Nolly de l'Adréal et après différents retours d'expérience qui vont se succéder. Antoine, je vais te laisser la main pour la suite. Du coup, j'ai préparé juste des slides avec ton petit sondage. Voilà. Merci. Merci beaucoup Marie. Et puis oui, donc en effet, donc Antoine Nolly de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, du coup en charge notamment donc, du portage du dispositif éco-énergie tertiaire. Et comme vous a présenté Marie, le but c'était vraiment d'avoir un webinaire voilà, porté plutôt sur l'action plutôt que sur la réglementation. Donc on s'était dit juste en toute introduction très rapide, présenter les choses de manière un petit peu plus dynamique avec notamment des sondages voilà, pour être sûr qu'on parle d'un même langage commun sur le dispositif éco-énergie tertiaire, Opérate, et puis sur l'état des lieux en région. Donc voilà, très rapidement, en 5 minutes, sur des sondages que je vais vous laisser du coup à chacun répondre aux sondages qui ont été faits par Marie et Marine. Et voilà pour lancer un petit peu le sujet. Alors, donc, une petite question brise-glace là pour commencer. Donc, pour vous, quel titre de film représente le mieux le dispositif éco-énergie tertiaire? La vie est un long fleuve tranquille. Donc, tout avance comme sur des roulettes et on respectera à temps nos engagements. Armageddon, on va tous mourir avant la fin. Papy fait de la résistance, c'est dur de faire changer les mentalités. Ou Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, on ne sait pas où on va arriver. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour y répondre. Donc, c'est une question, celle-là, où bien sûr, il n'y a pas forcément de bonne réponse, mais qui va permettre de voir un peu ce que vous pensez, vous, en tant qu'accompagnateur de là où on en est. J'ai cliqué La vie est un long fleuve tranquille. Tu me diras, du coup, je ne sais pas si c'est toi, Marie ou Marine, qui clôturait les sondages. Ouais, alors on est à 47 réponses. Donc on va laisser encore un petit temps. Ok. Ah, donc, alors, donc je vois que tout le monde a répondu. Finalement, c'est assez. On voit qu'il y a une réponse qui se dégage. Du coup, on ne sait pas vraiment où on va arriver. Alors, donc c'est noté. Et peut-être que oui, c'est dû au fait que bon, peut-être les arrêtés valeurs absolues mettent du temps à sortir, que la réglementation est en train de se mettre en place petit à petit. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir votre retour là-dessus. Et puis, qu'il y a un besoin, je pense, encore d'accompagnement. Donc, on peut faire notamment dans le cadre de ce centre de ressources. Donc, merci. Alors, les autres questions seront enfin, voilà, moins fun, on va dire. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, la question suivante, c'est alors le contexte. Donc, en 2000, enfin, sur dispositif éco-énergie tertiaire, pardon, en 2050, quel est l'objectif de réduction de consommation énergétique imposé par la réglementation éco-énergie tertiaire pour les bâtiments assujettis? Donc, la question là, est posée en valeur relative. Donc, 40% en 2050, 50% ou 60%, ou encore un objectif d'atteindre les bâtiments à énergie positive. Pareil, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Globalement, Moi, c'est pas des questions très dures, hein. C'est juste voilà, pour qu'on parte du même point tous.
Oui, donc en effet, c'est 60%. Bon, je vois qu'il y a quelques réponses qui sont pas 60%, mais la large majorité, 60%, et c'est bien le cas. Donc pour rappel, du coup, la réglementation éco-énergie tertiaire, elle prévoit du coup une réduction progressive des consommations énergétiques, avec à chaque décade, donc enfin à chaque décennie, des réductions en pourcentage. D'une part, soit 40% de réduction de consommation en 2030, 50% en 2040 ou 60% en 2050. Il y a également pour les bâtiments en particulier qui sont performants ou qui ont déjà fait des rénovations énergétiques, des objectifs en valeur absolue qui peuvent être atteints en kilowattheure par mètre carré et par an. Donc l'un ou l'autre, l'atteinte en valeur relative ou l'atteinte en valeur absolue permet de respecter les objectifs. Et un rappel aussi qu'il est possible justement de mutualiser les résultats à l'échelle patrimoniale, et ça fera le lien sûrement avec les interventions suivantes. Voilà, si vous rénovez fortement un bâtiment et que vous allez au-delà des objectifs fixés, notamment au-delà du 60% en 2050, tout ce que vous aurez fait en plus pourra bénéficier à votre autre parc de bâtiments. Alors la question suivante, qui est une question sur Opérate. Donc, Opérate est la plateforme donc, de recueil et de suivi des consommations énergétiques du secteur tertiaire. Elle doit être renseignée par les assujettis aux dispositifs réglementaires tous les ans, le 30 septembre donc de chaque année, pour déclarer les consommations de l'année N-1. Donc en 2000, enfin les consommations du coup qui ont été renseignées en 2022, donc les consommations de 2021, on avait donc 590 millions de mètres carrés de surface assujettis qui étaient déclarés sur Opérate, donc pour les consommations de 2021. Mais qu'en est-il des consommations 2022, donc qui ont été renseignées en septembre 2023? En gros, est-ce qu'on est à plus ou moins de déclarations? Donc il y a plusieurs réponses possibles. Donc la première, est-ce que c'est donc 422 millions de mètres carrés, donc que 2021? Est-ce que c'est 590 millions de mètres carrés, le même chiffre que pour 2021? 700 millions de mètres carrés, plus important, ou 1000 millions de mètres carrés? Ah, alors donc là, donc je vois les réponses. Donc la réponse majoritaire, donc c'est 700 millions de mètres carrés, c'est-à-dire plus que du coup les consommations 2021. Malheureusement, c'est pas le cas. On est en dessous. En fait, on est à 422 millions de mètres carrés. Donc 422 millions de mètres carrés qui ont été déclarés donc pour les consommations, enfin pour 2022, contrairement à 590 millions de mètres carrés en 2021. Donc il y a une baisse quand même assez notable, d'où finalement un enjeu et un rappel que j'avais rappelé notamment dans le contexte, que les déclarations, elles doivent bien être faites chaque année sur Opérate. Voilà, l'obligation réglementaire, c'est de renseigner ces données chaque année et de respecter les objectifs décennaux, 100 kWh par mètre carré par an ou sans valeur relative. Donc c'est la première analyse. Donc normalement, l'ADEME s'est organisé pour envoyer des rappels à ceux qui sont enseignés en 2021 et qui ne l'ont pas fait en 2022 pour qu'ils puissent le faire. Donc on voit ces déclarations gonflées, mais voilà, il faut qu'elles atteignent la bonne valeur. Sur les différents chiffres qu'on a vus, donc 700 millions de mètres carrés, ça correspond à peu près à la surface tertiaire assujettie en France, qui est estimée. Et 1000 millions de mètres carrés, qui était une des réponses possibles, c'est la surface tertiaire totale, donc assujettie et non assujettie, qui est estimée également sur le territoire français. Et enfin, une toute dernière question, donc la question 3 sur 3, donc une question de contexte plutôt régional ce coup-ci. Voilà, sur quel est l'état des lieux de notre parc tertiaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le contexte, c'est qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, donc les locaux assujettis au dispositif éco-énergie tertiaire ne représentent que 18% de l'ensemble des locaux tertiaires. Bon, les chiffres, c'est 65 000 locaux tertiaires assujettis par rapport à 356 000 locaux tertiaires au total. Ça, c'est ce que nous apprend une étude qui a été du coup pilotée par l'ADREAL et l'ADEME et réalisée par la CERC Auvergne-Rhône-Alpes.
On a donc 18% de locaux tertiaires assujettis, mais en termes de surface, que représente la taille du parc tertiaire assujetti par rapport au parc tertiaire total, donc assujetti et non assujetti? Est-ce qu'on est dans le même ordre de grandeur à 18%, 33%, 50% ou 65%? Ah, alors là, donc on a des réponses plutôt, partagées, donc 18% qui est écarté, en effet. Par contre, c'est un peu partagé, surtout entre 33% et 65%. Alors la bonne réponse, c'est 65%, donc les 2 tiers, en fait. Donc les locaux assujettis ne représentent que 18% des locaux totaux. Par contre, ils représentent 65% de la surface, et également 65% de la consommation tertiaire. D'où, l'intérêt, qu'on apportait justement aux locaux assujettis et puis au seuil des 1 000 m², puisqu'on va toucher, en fait, une part très importante du tertiaire, pour atteindre les objectifs, du coup, de réduction de consommation d'énergie. Donc quelques chiffres, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, la surface du parc tertiaire total est de 131 millions de mètres carrés. Donc ça, c'est ce qu'on apprend par l'étude faite par la CERC, et que le parc tertiaire assujetti représente à lui seul près des 2 tiers de cette surface, donc 86 millions de mètres carrés, donc les 65%. Et il en est de même pour les consommations. Les consommations, donc les 2 tiers sont représentés sur le parc tertiaire, assujetti, avec évidemment des disparités au niveau régional, et notamment des départements où, les surfaces et les consommations assujetties ont une part, plus importante que dans le reste de la région. Donc typiquement, les départements du coup, du Rhône et de l'Isère, où on a notamment dans le Rhône 78% des surfaces tertiaires qui sont assujetties. Dans l'Isère, c'est 70, non, pardon, en Savoie, c'est 70%. En Isère, je crois que c'est 68, je l'ai pas noté. Et par contre, il y a des départements où les surfaces assujetties au dispositif éco-énergie tertiaire prennent une moindre part par rapport au tertiaire classique. Donc on a par exemple moins de 50% de surfaces assujetties en Ardèche et en Haute-Loire. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation initiale. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer à la suite. Ça ne plaît pas forcément à des questions, mais plus à voilà, repartir sur des bases communes. Mais s'il n'y a pas de questions, du coup, on enchaîne du coup, Marie, avec la présentation du coup de Ariane pour le CEREMA. Du coup, bah, Ariane, si tu veux enchaîner, pas de souci. C'est juste de respecter les 25 minutes questions comprises Bonjour pour la à présentation. tous. Merci. Donc oui, je me présente du coup Ariane Lestage, je suis responsable d'études au bâtiment au CEREMA et je vais vous présenter donc un outil qui a été développé dans le cadre d'un partenariat avec le SGAR Auvergne-Rhône-Alpes sur la mise en œuvre du dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, c'est un outil qui va aider les assujettis à définir, à choisir leur année de référence et à ainsi eh bien, savoir quelle consommation de référence ils vont devoir déclarer dans la plateforme Opera. Donc, vous trouverez le lien d'accès à cet outil en fin de présentation. Et du coup, j'enchaîne. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de vous montrer à quoi ressemble l'outil, rappelons qu'il est important de définir une situation de référence pour se fixer des objectifs et pour vérifier, pour mesurer les performances réalisées. Ça me fait rebondir sur la première question là, du sondage qui a été adressé à tout le monde. La réponse qui ressortait, c'était on ne sait pas trop où on va. C'est vrai que si on ne sait pas où on va, mais encore faut-il qu'on sache d'où l'on part. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir bâti cette situation de référence. Parce que c'est elle qui va nous permettre de mesurer concrètement les gains réalisés. Donc ce schéma est très parlant parce que on se rend compte que voilà, on mesure la consommation dans le temps sur la période de suivi. Et donc là, en première
période, vous avez la consommation de référence et puis il y a des actions qui sont engagées visant à réduire les consommations d'énergie, ce qui permet de faire diminuer, là on voit quand même qu'il y a une diminution de la consommation mesurée, mais l'économie réellement réalisée, ce n'est pas simplement la différence entre la consommation de référence et la consommation qui vient d'être mesurée. En fait, pour vraiment se rendre compte, l'économie d'énergie, c'est l'écart entre la consommation de référence ajustée et la consommation mesurée. La consommation de référence ajustée, elle tient compte des évolutions de la rigueur climatique et des évolutions en termes d'usage, d'occupation, du volume d'activité qu'il y a eu dans le bâtiment. Donc l'idée, c'est effectivement de ramener en fait cette consommation. Enfin, tout le monde a une base commune pour pouvoir comparer et vraiment mesurer les gains réalisés. Donc, il est essentiel aussi d'analyser un historique des consommations et de se documenter pour que cette consommation de référence, qui est une consommation réelle, soit la plus fiable, la plus juste possible pour ensuite se projeter dans le temps et se fixer ses objectifs. Donc, en pratique, il y a différentes méthodes. Suivant les besoins, on peut essayer d'être le plus précis possible et de trouver cette référence optimale. Mais en tout cas, il y a plusieurs méthodes et toutes ces méthodes se basent sur un principe commun qui permettent toutes de cibler une année de référence. C'est tout simplement de comparer les consommations énergétiques sur 12 mois glissants. 12 mois glissants parce que c'est ce qui est défini par les textes du dispositif éco-énergie tertiaire, entre 2010 et 2020, après avoir ajusté en fonction des variations climatiques, donc des TJU, des degrés jours unifiés. Comme ça, voilà, on tient compte déjà du climat, à la fois sur la période estivale et sur la période hivernale. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est assez fiable. Ensuite, on compare les ratios entre les consommations énergétiques totales annuelles surfaciques, donc c'est-à-dire des kilowattheures ramenés au mètre carré, et les DJU annuels. Et on sélectionne comme référence l'année qui va correspondre au plus fort ratio. Ça, c'est une première option. Et la deuxième option, qui va un peu plus dans la finesse, qui consiste à comparer les consommations ajustées en utilisant des formules de calcul données par l'arrêté du DET, en l'occurrence celui du 13 avril 2022 qui a introduit ces formules de calcul. Et pour aller encore plus loin, il est possible de moduler ces consommations selon l'intensité d'usage lorsqu'il y a eu des évolutions significatives de l'activité entre la période 2010 à 2020, donc sur l'historique des consommations qui ont été recueillies. Donc, pourquoi il y a cet intérêt supplémentaire de moduler selon l'usage? Eh bien, c'est parce que souvent, on se rend compte que l'usage, enfin, qu'il y a des grandes différences de consommation qui sont observées et que ces grandes différences peuvent être expliquées par un changement du volume d'activité. Donc, c'est en fait cette deuxième méthode qui est utilisée dans l'outil que je vais vous présenter. Donc, cet outil, je le rappelle, il a été développé à l'origine dans le cadre d'un partenariat avec le SGAR Auvergne-Rhône-Alpes, mais il est utilisable par tout assujetti de la région Auvergne-Rhône-Alpes, y compris voilà, de la région Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on a élargi en fait les stations météorologiques importées dans l'outil à toute cette zone d'action qui est en fait notre zone d'action au CEREMA Centre-Est. Il y a à la fois la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, l'outil, c'est un outil qui existe au format Excel. Il comporte des macros. Les macros, en fait, sont utiles pour naviguer, pour cliquer sur les boutons. Mais bon, si vous désactivez les macros, l'outil fonctionnera tout à fait. Vous pourrez tout simplement naviguer d'un onglet à un autre en suivant la barre d'onglet. Ce sera simplement moins dynamique. Donc, l'outil, bien sûr, prend en compte l'ajustement climatique,
en utilisant les DJU entre 2010 et 2020 qui sont issus de la source CJPAD-GRDF qui est rappelée ici, qui se base sur les données Météo France avec la méthode de calcul des professionnels de l'énergie, donc conforme à ce qui est dit, défini dans l'arrêté. Les consommations réelles, en fait, sont simplement à renseigner par l'utilisateur pour chaque année dont l'historique est disponible. Et en sortie d'outils, l'année où l'entité fonctionnelle assujettie a le plus consommé d'énergie au regard de l'ajustement climatique appliqué va ressortir, va apparaître. Donc maintenant, je vais parler d'entité fonctionnelle assujettie parce que c'est vraiment la notion en fait qui est abordée dans le texte, dans le DET. Mais par EFA, on entend aussi bien un bâtiment qu'un site, qu'une partie de bâtiment. Donc là, c'est à utiliser tout simplement pour n'importe quelle partie, n'importe quel EFA. Et donc, quand on arrive à visualiser l'année qui ressort par l'outil, il faut retenir que la consommation de référence, c'est donc la consommation totale réelle de l'EFA lors de l'année déterminée par l'outil, et non la consommation de référence ajustée ou fictive qui a permis de calculer et de comparer toutes les années. Donc, on est bien sur des consommations réelles. Donc, je balaye très rapidement les onglets parce qu'après, vous verrez un aperçu direct de cet outil. Donc, il y a une feuille accueil qui rappelle à quoi sert l'outil, son objectif, et qui vous montre les boutons pour naviguer dans cet outil. Donc, une feuille aide qui, je vous invite d'ailleurs à la consulter, qui va exposer le principe, montrer un exemple de saisie et qui propose une mini foire aux questions en réponse aux questions que peut se poser l'utilisateur. Donc, je passe assez rapidement puisque vous les aurez aussi sous les yeux et quand vous aurez téléchargé l'outil. La feuille aide, donc là, je vais m'arrêter un petit instant parce que vous voyez en fait la feuille de saisie déjà renseignée. Quand je vais faire la démonstration, on partira d'une feuille vierge de la base, de zéro. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs champs à saisir, des données informatives sur le bâtiment, bien déclarer la station météorologique de référence, l'altitude, et puis ensuite, les surfaces de plancher, la consommation totale annuelle, ce qui va permettre déjà d'avoir une base. Ensuite, vous avez 3 petits encarts, un ajustement de la part des consommations liées au chauffage, en rouge, en bleu, un ajustement de la part des consommations liées au refroidissement, s'il y en a, et en vert, un module optionnel, facultatif, qui n'est à renseigner que si votre EFA est un bureau et de type bureau pour sa catégorie d'activité la plus représentée, et uniquement s'il y a eu en fait un changement d'activité important au cours des dernières années. Parce que s'il n'y a pas eu de changement, eh bien en fait, ce n'est pas utile d'utiliser cette modulation selon le volume d'activité, puisque vous pensez bien que ça n'aura pas d'influence sur les consommations. Donc, en dernier lieu, vous avez un calcul automatique d'une consommation fictive totale annuelle qui est ajustée selon la rigueur climatique et selon l'activité si vous avez renseigné ces champs-là. En parallèle, vous avez un graphique qui permet de visualiser en temps direct, en temps réel, les consommations et qui vous indique de manière très claire sur l'histogramme en rouge l'année de référence privilégiée. Donc après, vous avez des boutons pour créer un nouvel onglet de saisie et puis saisir autant de FA que vous le souhaitez. Donc là, je passe la feuille de saisie. On va le voir tout de suite. Et puis les dernières feuilles sont uniquement à visée informative. Vous avez des feuilles qui comportent l'extrait de l'arrêté avec les formules de calcul. Et puis des feuilles sur les DJU de chauffage et de refroidissement qui ont été importés dans l'outil pour que vous puissiez simplement les consulter, mais pas les modifier.
Donc, voilà, je passe sur l'outil. Donc là, on reprend les feuilles. Quand vous le téléchargez, vous pouvez voilà, naviguer. Dans la page aide, si vous cliquez sur Moi savoir, c'est un peu la mini FAQ dont je vous parlais, qui vous explique aussi la possibilité de saisir des consommations sur une année glissante et non une année civile en choisissant le mois du début d'année glissante. Puisque vous savez, vous rencontrez d'ailleurs sûrement ces cas-là, les factures ne vont pas du 1er janvier au 31 décembre, mais vous avez peut-être des factures annuelles du 1er avril au 31 mars. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez déclarer le mois de début d'année glissante, avril, et l'année de référence qui sera indiquée sera du coup une année glissante et vous indiquera c'est avril 2014 à mars 2015, par exemple. Donc, tout de suite, je reviens sur la page d'accueil. Vous cliquez donc sur Commencer, vous êtes sur l'onglet en fait de saisie. Et puis, vous avez plusieurs champs à saisir. Donc, je vais un petit peu zoomer pour vous faire la démonstration. Donc, simplement, là, vous pouvez saisir le nom, par exemple, bâtiment 1. Vous avez la liste des stations météorologiques. Donc, il y a Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et les départements limitrophes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Puisque si votre EFA est situé dans un département qui finalement est situé dans un lieu qui est plus proche au niveau du climat d'une station météorologique d'un département adjacent, mais vous pouvez tout à fait choisir un département à l'extérieur un département extérieur, tout ça. Donc là, je vais prendre par exemple le département de l'Ain. On sélectionne la plage d'altitude moins de 400 mètres. On va considérer qu'on est sur des années civiles. Donc, il n'y aura pas de mois de début d'année glissante avec un historique de consommation qui remonte à 2012. Donc là, l'outil vous demande d'indiquer la surface de plancher. Donc, par exemple, on va mettre un bâtiment à 2500. Donc là, vous avez la possibilité de copier-coller, de faire glisser les valeurs en supposant que la surface n'a pas changé. Et puis, on va mettre des valeurs un peu au hasard pour l'exemple, pour vous montrer. De consommation en kilowattheure, c'est important de préciser que c'est des kilowattheures. Là, on n'est pas en surface cycle, les calculs se feront automatiquement et qu'on est en énergie finale. Ce n'est pas en énergie primaire, c'est bien ce qui est lu sur les factures. Donc là, je mets par exemple des valeurs voilà, un petit peu différentes, mais qui restent plausibles en termes d'exemple. Ah, zut. Voilà. Alors là, je mets tout rond, mais bien sûr, vous pouvez mettre des valeurs bien plus précises, par exemple, hop, et 161, 120. Donc, une fois que vous avez retenu cette consommation totale annuelle, on vous demande soit la consommation de chauffage, si vous la connaissez, et si vous ne la connaissez pas, ce sera d'indiquer la surface chauffée. Parce que la formule est différente. Il y a une formule de calcul un peu plus forfaitaire quand on indique simplement la surface chauffée. Mais le cas est fréquemment rencontré parce que quand on a un compteur gaz et qu'en fait, le gaz va permettre de chauffer le bâtiment, mais aussi de produire de l'eau chaude sanitaire, on n'a pas la distinction entre, on ne connaît pas précisément cette consommation de chauffage. Donc, c'est le cas que l'on peut renseigner ici. Donc, par exemple, la surface chauffée, on va indiquer 2400 par rapport à 2500. Vous voyez tout de suite ce qui est apparu, c'est la consommation. Et pour l'instant, comme il y a une seule année de renseigner, c'est celle-ci qui ressort comme année de référence. Et puis, hop, je glisse. Voilà, je vais aller plus vite. Donc, vous voyez tout de suite apparaître l'année 2014 comme référence, alors que finalement, quand on regarde la consommation, 365 000, ce n'est pas la plus élevée. On avait 2013 avec 420 000. Donc là, c'est très parlant. On se rend compte de l'importance de ramener au climat, au DJU, parce qu'en fait, on aurait pu partir sur l'année 2013. Or, il est plus intéressant d'avoir une base
une situation qui se base sur les consommations de 2014. Donc voilà pour cet exemple. Après, il y a la même chose qui est possible pour les consommations de froid. Ensuite, dernière partie, je vous le montre aussi s'il y a eu des changements importants d'activité et c'est mieux de le prendre en compte. Vous êtes dans une configuration bureau standard, donc en fait, les valeurs étalons sont rappelées ici. Mais par exemple, en 2019, vous n'étiez pas sur un taux d'occupation de 70%. Le bâtiment a été occupé qu'à moitié, donc j'indique 50. Et là, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Et bien, en fait, c'est 2019 qui va ressortir comme année de référence parce qu'il y a eu ce changement, parce que finalement, il y a eu trop de consommation par rapport à la faible occupation du bâtiment. Donc, voilà un peu les possibilités de l'outil. Donc, on va créer tout de suite un nouveau bâtiment. Vous voyez, une nouvelle feuille qui se crée. Vous pouvez l'appeler bâtiment 2, par exemple. Et puis, choisir un autre département et puis recommencer pour saisir en fait tout un parc immobilier. Donc, je vous propose par exemple de partir sur un bâtiment qui est un bâtiment dans le Puy-de-Dôme à une autre altitude, entre 400 et 800 mètres, et qui aurait un historique de consommation depuis 2016 seulement, avec cette fois-ci une petite surface. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir des bâtiments assujettis en dessous du seuil des 1000 m², je le rappelle, du fait de cette notion de site, d'unité foncière. Et du coup, là, je saisis par exemple des consommations totales différentes. Hop, là. Et là, simplement, ça finit. Donc ici, eh bien, c'est pareil, on ne connaît pas forcément la consommation de chauffage, mais on peut considérer que si c'était 70 000, eh bien là, hop, tout de suite, ça apparaît, ça fonctionne aussi. Si vous saisissez par contre une surface, eh bien en fait, c'est la surface qui va prendre le dessus, qui va prendre le pas. La valeur surface chauffée va impliquer que la formule de calcul utilisée, c'est celle qui tient compte de la surface chauffée, donc qui néglige totalement les consommations de chauffage. Donc si vous connaissez les consommations de chauffage, il ne faut vraiment pas renseigner la surface chauffée parce que ce sera plus précis, ce sera toujours plus précis avec les consommations de chauffage ou de refroidissement. Donc, hop, bon, bien sûr, là, vous voyez que c'est une situation pas réaliste, mais je vous montre quand même les variations. On considère qu'il y a eu la même consommation de chauffage chaque année. Bon, voilà, c'est vraiment pour l'exemple. Et voilà, vous pouvez sélectionner donc, le type de bureau, mais si vous étiez dans le cadre d'une école, par exemple, donc vous n'êtes pas sur une typologie bureau, eh bien, c'est pas grave, vous n'utilisez pas du tout cette option-là, vous avez déjà une bonne idée avec l'ajustement climatique. Et puis, si vous voulez ensuite affiner le choix de l'année de référence, vous pouvez quand même vous reporter aux formules de calcul de l'arrêté et aux indicateurs d'intensité d'usage qui sont fournis dans l'arrêté pour faire cette modulation et cet ajustement plus précis. Donc voilà, j'en ai fini avec cet outil. Voilà, vous avez un aperçu des DJU et un extrait de l'arrêté. Donc, je vais basculer sur la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Merci beaucoup, Ariane. Du coup, il y a des personnes qui demandent si l'outil est bien téléchargeable. Donc oui, il est téléchargeable sur le site du CEREMA, mais je te laisserai peut-être le préciser. Eh bien, et puis, oui. et voilà. Et puis, bon, c'est vrai que comme d'habitude, on a un peu à la bourre comme d'hab. Donc Ouais. du coup, voilà, si tu pouvais après enchaîner. Oui, parce que oui, c'est oui. la question qu'on a, est-ce que l'outil fonctionne bien sur LibreOffice ou que sur Excel? Alors, ça, c'est vraiment une question. Il fonctionne moins bien sur LibreOffice, mais il fonctionne aussi. Vous pouvez le tester. Il y aura les macros qui ne suivront pas, en fait, tout simplement. Mais il fonctionne.
Hop. Donc, voilà, là, vous avez le lien de téléchargement ici. Il a fait l'objet d'une publication sur notre site internet. Donc, vous avez en bas de la page le lien pour télécharger l'outil. Oui, testez-le sous LibreOffice. Il fonctionnera moins bien, mais il fonctionnera normalement. Sinon, Oui, je vous tout à recommande fait. Et quand puis même moi, Excel. moi c'est pareil pour aller avec la question du coup de Franck là, de la DDT. C'est vrai qu'on peut ouvrir, enfin, on l'ouvre du coup en format Excel et on peut renseigner toutes les valeurs. J'avais testé ça, ça se fait bien. Et puis le lien, du coup, vous le retrouverez dans les présentations qu'on va vous envoyer à la suite de la réunion. Oui. Pour Et cliquer donc direct. là, simplement, merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Alors, simplement, un petit retour d'expérience, en fait, d'une mission. Il y a une autre question dans le chat. Oui. Tu veux que je la lise du coup, Ariane? Donc c'est bonjour, avez-vous testé l'outil? Non, hop, pardon. Bonjour, les consommations de gaz sont souvent pour le chauffage, mais aussi la cuisine des collèges. Comment renseigner le fichier? Oui, alors à ce moment-là, je vous recommande de saisir la consommation, pas la consommation du coup de chauffage, mais la surface chauffée. C'est cette option-là qui est privilégiée. Super, merci. Voilà. Donc, par rapport à un autre accompagnement, je vais vous parler d'un projet qui avait pour objectif d'assister 2 structures du réseau de l'Union régionale pour l'habitat des jeunes en Bourgogne-Franche-Comté dans les premières étapes de la mise en œuvre du DET. Et donc, le périmètre de la mission, c'était 2 structures, les Compagnons du Devoir et du Tour de France et le Foyer des jeunes travailleurs de la Cassotte. Donc, l'objectif, c'était d'identifier les entités assujetties et de définir les catégories d'activités, sous-catégories d'activités, et ensuite de valider les données de référence à saisir sur Opéra. Donc, c'est vraiment les toutes premières étapes. Mais c'est un cas intéressant parce qu'en fait, on peut se dire que de par sa nature, voilà, c'est un foyer, c'est pour l'habitat des jeunes, il ne sera pas concerné par le dispositif éco-énergie tertiaire. Or, il y a de nombreuses activités comme la restauration collective, une partie ERP, éventuellement des salles de sport, bureaux administratifs et salles de formation qui font qu'en fait, il y a du tertiaire et que en excluant la partie logement, eh bien, là, on est bien dans le cadre d'application du DET. Donc, le premier appui, notre appui technique au CEREMA Centre-Est a été de vérifier d'abord l'assujettissement des différents sites. On s'est basé sur l'étude de plan, des parcelles, le cadastre, des synoptiques, des activités hébergées, les surfaces associées, en excluant du périmètre les parties non tertiaires, donc à savoir les logements. Ensuite, donc il a été vu que le seuil était vite atteint, tous les sites en fait étaient assujettis. Donc une fois que l'assujettissement a été vérifié, nous avons aidé à découper en entités fonctionnelles assujetties et en catégories d'activité. Avec une spécificité qu'on a eue sur l'un des sites, il y avait tous les bâtiments du site qui étaient qui appartenaient au même propriétaire et qui étaient occupés par la même personne, mais sauf un qui finalement était un bail amphithéotique et que les occupants, donc, qui étaient propriétaires du reste, n'étaient pas propriétaires, mais avaient ce statut de quasi-propriétaire. Nous avons pu vérifier auprès d'Opéra et pour simplifier en fait les déclarations et parce que justement ce cas spécifique oblige en fait un peu l'amphithéâtre à avoir des obligations de propriétaire, il était donc possible de rattacher tout le site au même propriétaire. Donc, ça a simplifié les choses au niveau des démarches administratives et de saisie sur la plateforme. C'est important de le mentionner aussi. Nous avons pu, bien sûr, utiliser l'outil que je viens de vous présenter pour aider à choisir l'année de référence. Bon, ici, l'historique était assez restreint parce qu'en fait, il y avait des consommations d'électricité depuis 2012, mais pas de données gaz avant 2018. Donc, ça a été assez simple à vérifier.
Et puis, notre accompagnement, c'est aussi traduit par des points réguliers, hein, par téléphone, visio, pour répondre à des questions spécifiques, conseiller sur les données à déclarer, etc. Et puis, donner des indications sur la manière de saisir les informations attendues. Donc voilà, nous avons aussi pu partager, via le partage d'écran, valider les données sur Opera, aussi bien au niveau des EFA que des catégories d'activités, que de toutes les consommations qu'il fallait déclarer. Et enfin, nous avons fourni des recommandations principales, et je pense que c'est important de le rappeler aussi à tout assujetti, c'est qu'il faut suivre attentivement tous les changements relatifs aux EFA, en termes d'évolution de surface, d'usage, d'intensité d'activité, et penser à les mettre à jour, à les renseigner sur la plateforme. Et enfin, là, une recommandation qui s'était imposée au vu de notre accompagnement, c'est que sur les 2 sites, d'ailleurs, il n'y avait pas de sous-compteur. Un compteur commun, donc c'était pas très fiable au niveau des consommations. Donc, la recommandation, c'est d'installer des sous-compteurs pour déjà exclure les consommations propres aux espaces d'hébergement qui vont biaiser les consommations et pour garantir un suivi fin dans le temps de chaque zone qui peuvent être définies par un type d'activité. Voilà, par exemple, un compteur pour la zone restauration, un compteur pour la zone bureau, etc. Donc, voilà un peu notre accompagnement en résumé. Et il est tout à fait possible de faire ce type d'accompagnement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il suffit de prendre contact, voilà, soit via mon adresse, soit via le site internet. Merci beaucoup, Ariane, pour cette présentation. On va juste prendre vraiment une ou deux questions pour laisser après le temps aux autres intervenants aussi de présenter des types d'accompagnement. Donc, une question, l'arrêté du 20 février 2024 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 précise que l'année de référence est comprise entre 2010 et 2022. Est-ce que l'outil va évoluer? Alors, il n'est pas prévu de faire évoluer cet outil-là, mais c'est vrai qu'après, les formules de calcul restent valables. Et alors, je pense déjà que c'est possible aussi d'aller jusqu'à 2022 du fait comment dire, de bâtiments qui seraient rentrés dans le dispositif ultérieurement. Donc, en fait, après, il y a l'année de référence qui devient la première année où il y a des consommations sur 12 mois glissants. Donc, finalement, là, cet outil, il est vraiment intéressant pour les entités déjà existantes qui disposent d'un historique. Merci. Et puis, dernière question. Bonjour, avez-vous déjà eu des collectivités qui posent des sous-compteurs quand vous le préconisez? Moi, non. Alors, je n'ai pas eu le suivi, le retour, mais là, je pense que c'était ça s'imposait en fait. Je pense qu'il va falloir quand même passer par l'installation de sous-compteurs pour permettre un suivi dans le temps. Peut-être pour l'année de référence, c'est trop tard, mais c'est pas trop tard pour comment dire, la temporalité du dispositif et tout ce qu'il va falloir mener. Maintenant, c'est très important. Et dernière question, et puis après, on passera aux autres présentations de la DUM. Bonjour, avez-vous réparti les consommations du foyer logement entre les logements et les parties tertiaires? Et si oui, selon quelle clé de répartition? Alors, dans ce cas-là, c'est simplement que comment dire, toutes les consommations ont été renseignées, donc y compris en fait les surfaces. Il n'a pas été négligé de surface. Et au niveau de la clé de répartition des communs, il y en a pas, il n'y a pas eu de répartition. En fait, on a réparti selon les zones des activités tertiaires. Donc comme là, c'était pas du tertiaire, voilà, il n'y a pas eu cette affectation. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Myriam, je vais te laisser Merci. allumer ton micro, la caméra, présenter le fait. PowerPoint. C'est Donc, fait. du coup, pour Myriam et puis pour Myriam et pour Kevin, donc merci beaucoup de respecter à peu près une vingtaine de minutes de présentation, questions comprises, pour que vous puissiez bien vous répartir le temps et puis qu'on puisse finir le webinaire vers la demi. Voilà, sans perdre trop de gens en cours de route. Donc voilà, je te laisse
Prendre la main. partager ton PowerPoint. Merci. Parfait. Hop là. Alors, est-ce que vous voyez bien mon PPT déjà? Oui, c'est parfait. Bon, c'est parfait. Alors moi, je suis Myriam Bernier, je suis conseillère en transition énergétique et écologique en santé et je travaille au sein de la SPL ALEC 1. Donc je vais commencer cette présentation par présenter la SPL ALEC 1 et présenter donc l'accompagnement dédié au décret éco-énergie tertiaire et finir par un retour d'expérience. Alors la SPL ALEC 1 est une société publique locale, donc Agence locale de l'énergie et du climat de l'Ain. Elle dispose d'un actionnariat qui est 100% public, dont les collectivités sont actionnaires. Les actions principales de la SPL ALEC 1 sont dirigées vers le bâtiment, les énergies renouvelables, la mobilité et l'économie circulaire. Ces 4 grandes actions ont toutes les 4 un but commun, celle de réduire les gaz à effet de serre et d'entamer une transition énergétique. Donc, en ce qui concerne ma présentation de mon accompagnement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais essayer d'être bref et concise. La première étape de l'accompagnement a été d'analyser le patrimoine afin de pouvoir identifier si l'entité était assujettie ou non assujettie. Donc cette première étape permet de dire oui, vous êtes assujetti, non, vous ne l'êtes pas. Dans le cadre de l'assujettissement, on va passer par plusieurs étapes. Donc je rappelle que c'est que toutes les surfaces totales de plus de 1000 m² d'usage tertiaire sur un bâtiment, une même unité foncière ou un site, propriétaires et locataires sont assujettis à cette obligation. Donc là, c'est un exemple d'une commune pour aller brièvement. Il y a beaucoup de réactions en disant mon bâtiment ne fait pas 1000 m². Mais là, on est dans le cadre de l'unité foncière où l'ensemble des usages des bâtiments se retrouvent à plus de 1000 m². Donc là, on est dans un cas d'assujettissement au décret éco-énergie tertiaire. Passons à l'étape 2. À l'étape 2, donc, je vais accompagner majoritairement les établissements sanitaires médico-sociaux à la création de leur compte Opéra. Pour cela, je vais collecter un certain nombre de données, comme le numéro de SIRET, les consommations d'énergie de 2010 à 2022. Dans le cas où la majorité des établissements ou des autres entités n'ont pas ces consommations, je vais les assister à la récupération de ces données via des plateformes qui sont destinées de GRDF et de Enedis, quel que soit leur fournisseur. Tous ces compteurs, en fait, sont accessibles et toutes ces données sont accessibles via ces 2 plateformes, donc Enedis et GRDF. Donc j'étais en mesure de récupérer leur consommation pour Enedis de 2011 à 2021 et pour GRDF de 2010 à 2022. Je vais avoir aussi également besoin de leur surface. Donc l'idéal, c'est d'avoir des plans avec des usages très importants afin de pouvoir les catégoriser dans Opérat. Et ou sinon, s'ils ont à leur disposition un tableau avec, pareil, les surfaces et les usages de chaque espace. À la suite de cette collecte de données, je vais les analyser, je vais beaucoup échanger avec eux pour confirmer que cette surface sert bien à tel ou tel usage. Et après, je vais pouvoir effectuer une synthèse, un tableau qui reprend chaque surface avec chaque usage et chaque catégorie dans Opéra, catégorie, sous-catégorie. Et à l'issue de cette synthèse également, je vais pouvoir faire ressortir le choix de l'année de référence, si c'est intéressant pour eux de choisir une année de référence ou dans certains cas, pour les bâtiments qui sont relativement récents, ceux qui ont été livrés, imaginons en 2018, 2017 ou 2019. Dans certains cas, il était plus intéressant de ne pas choisir d'année de référence parce que l'année la moins bonne en termes de consommation en kilowattheure par mètre carré par an était la première année déclarée, donc l'année 2020. Dans certains cas, je n'ai pas saisi d'année de référence parce que l'année la plus intéressante pour eux était l'année 2020. Après, on passe à l'étape
3, donc c'est une saisie où je les accompagne à saisir sur la plateforme Opérate. Soit je le fais à côté d'eux, c'est eux qui prennent la main. Je leur explique étape par étape la réglementation, les obligations. Après, ils font leur choix, appuyés avec mes conseils. Donc, je vais créer un compte Opérate. Je peux le faire également en visio à distance. Je l'ai beaucoup fait. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Après, la création donc, de l'entité fonctionnelle assujettie, en la catégorisant, en mettant le type de surface et également en créant l'identité unique bâtimentaire qui sera donc l'étiquette de ce bâtiment tout au long de sa vie, qu'elle change de propriétaire, qu'elle change d'usage, ce sera son numéro unique. Après, je vais les assister à la déclaration des consommations d'énergie et de surface pour les années 2022, 2021, 2020 et l'année de référence si, dans leur cas, l'année de référence était intéressante. Tout en sachant que d'une année à l'autre, les surfaces et les usages vont pouvoir évoluer. Donc à chaque fois, c'est une analyse différente et des échanges qui sont réguliers. Concernant, mon accompagnement, en lien avec le décret éco-énergie tertiaire sur le plan d'action. Toutes les premières phases que je vous ai présentées, je le fais systématiquement. Le plan d'action, je l'inclus dans un bilan énergétique initial, pour atteindre donc, les valeurs, les objectifs, de l'année 2030, 2040 et 2050. Ma stratégie, principalement sur, la première échéance de 2030, c'est déjà de bien choisir l'année de référence, vraiment celle qui va leur permettre de pouvoir atteindre plus facilement les objectifs. Également, de bien catégoriser les surfaces, c'est très important parce que les objectifs pourront être différents si on part sur une valeur absolue en fonction de l'usage de la surface. Également, de bien, identifier les surfaces chauffées, les surfaces refroidies. C'est également très, très important. Après, en termes d'action, suite pour atteindre ces objectifs, c'est très important, de sensibiliser, les usagers, de l'établissement et puis, de mettre en œuvre les opérations de maintenance qui n'auraient pas déjà été effectuées. Un désembouage, ou, de la régulation en lien d'ailleurs avec le décret Bacs ou de l'équilibrage de leur réseau. Toutes ces petites opérations de maintenance, de réglage, en fait, permettent, avec un bon choix, d'une année de référence, permettront de pouvoir atteindre les 40 en année 2030. Après, des opérations qui sont, le moins coûteuses possible parce que tout le monde, enfin tous les établissements n'ont pas forcément, les mêmes moyens d'investir. Je vais privilégier les actions avec un retour sur investissement assez rapide comme le remplacement des luminaires, la rationalisation des usages. Par exemple, vous avez un établissement qui a une capacité, d'eau chaude sanitaire de 3 000 litres et finalement qui n'en utilise que 300. Donc je vais préconiser un redimensionnement de ses besoins, enfin de sa production d'eau chaude en fonction de ses besoins. Rationaliser les usages, en mettant par exemple l'éclairage des détecteurs de mouvement dans les lieux de passage, en, arrêtant de chauffer, les locaux de stockage qui sont pas forcément, de nécessité à être conservés à une température, constante. Et puis après tout ce qui est, diverses opérations en fonction avec les aides mobilisables. Ça veut dire plus une opération est appuyée financièrement, plus je vais la mettre en avant afin qu'elle puisse bénéficier, de cette aide, financière pour pouvoir effectuer des fois des travaux un petit peu plus ambitieux que ce qu'ils pouvaient imaginer. Et après, on va passer sur la partie énergie renouvelable et évidemment tout ce qui est obligations réglementaires par rapport à leur établissement. En considérant après pour l'année 2040, il va falloir rentrer un peu plus, dans l'investissement. Il va falloir principalement travailler dans certains cas sur, l'enveloppe, l'isolation et là, en deuxième étape, vu qu'en 2030, on a une obligation d'installer une GTB/GTC via le décret Bacs, améliorer cette GTB/GTC en, prenant la main sur d'autres usages comme l'éclairage ou la production d'eau chaude sanitaire, en étendant, la capacité de cette GTC/GTB. Également, compléter le remplacement des luminaires si, l'ensemble n'a pas été fait
encore s'appuyer sur les obligations réglementaires et les diverses opérations en fonction des aides mobilisables, comme pour l'année 2030. Et également l'appui des énergies renouvelables et toutes les ce qui est obligations réglementaires. Concernant, pour l'année 2050, pour atteindre les 60 d'économie d'énergie, comme je vous l'ai dit, on privilégie en premier en 2040 l'isolation et l'enveloppe. Après, c'est au cas par cas. Si vous avez une chaudière qui est très ancienne, on privilégiera peut-être la chaudière, mais dans l'ordre des choses, il est plus intéressant de travailler déjà sur l'enveloppe et l'isolation en amont des moyens de production de chaleur, pour la simple et bonne raison, c'est que si vous isolez et vous travaillez sur votre enveloppe avant, votre moyen de production de chaleur n'aura plus besoin de la puissance que vous auriez pu mettre avant, si vous avez effectué ce remplacement avant. Donc, vous allez partir sur un moyen de production de chaleur qui sera moins puissant, donc moins coûteux et plus économe également. Et on repart aussi également sur une amélioration de la GTC et de la GTB en ajoutant des usages commandés par cette GTB-GTC. Également du remplacement des luminaires, encore les obligations réglementaires et les diverses opérations en fonction des aides mobilisables, énergie renouvelable. Là, on peut incorporer de la production photovoltaïque ou autre énergie renouvelable, comme la production solaire thermique aussi, et également sur les obligations réglementaires. Donc ça, c'est une stratégie sur les 3 décennies pour les établissements n'ayant pas une forte capacité d'investissement. Mais imaginons que vous soyez une structure qui a une forte capacité d'investissement, vous pouvez tout à fait vous diriger vers une rénovation globale de votre bâtiment, que ce soit sur l'enveloppe, sur les moyens de production. Donc là, ce sera plus intéressant parce que vous aurez directement les objectifs à atteindre en 2050. Concernant le retour d'expérience que j'en ai, tous les établissements que j'ai suivis ont donc effectué leur déclaration sur Opérate via mon appui. J'ai assisté en début d'année à une réunion organisée par le département qui concernait tous les établissements sanitaires médico-sociaux du département de l'Ain sur, sur le nombre d'établissements qui étaient présents. J'en accompagne pas à peu près les 2/3. Les seuls établissements qui avaient effectué leur obligation réglementaire sur Opérate étaient ceux que j'accompagnais. Certains n'étaient pas encore très informés sur cette réglementation ou pensaient qu'ils n'étaient pas assujettis parce que la première approche que certains ont, c'est: on n'est pas des bureaux, donc on n'est pas tertiaire. Et bien si, les activités tertiaires ne concernent pas uniquement les usages bureaux, mais énormément d'autres usages comme la logistique, la restauration, l'hôtellerie. Voilà. J'ai effectué 59 déclarations du décret éco-énergie tertiaire de l'année de référence jusqu'à l'année 2022 sur 59 établissements. 10 de ces établissements ont déjà atteint les objectifs fixés en 2030 et sont même presque certains atteint les objectifs fixés en 2040. Ce qui est intéressant de voir avec cette obligation réglementaire, c'est que c'est un tremplin qui permet aux assujettis de se saisir de ce sujet. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas réellement leur surface. Certains n'ont aucune idée de leur consommation ou sinon me donneront des données en termes financiers, en euros, tout en sachant que l'énergie augmente. Donc c'est pas forcément la bonne manière de voir les choses. Sur l'ensemble des établissements, beaucoup d'établissements sont en phase de devis, que ce soit sur la GTB pour répondre à la fois au décret BACS et à la fois au décret tertiaire. Une partie des établissements ont déjà effectué des travaux et cette obligation incite à mieux connaître son patrimoine et ses consommations. Donc c'est le côté positif de cette nouvelle réglementation. Le bilan global et puis mon bilan d'activité vu de mon côté, il faut s'adapter à une diversité importante de patrimoine, que ce soit du bâtiment de moins de 2 ans, des bâtiments très anciens et très peu rénovés, des bâtiments publics, des bâtiments privés
et des patrimoines qui peuvent aller de 1 000 m² à 140 000 m². Et il faut également prendre en compte la capacité à investir de l'établissement. Donc toute cette particularité, ce patchwork de type d'installation et de patrimoine est très, très vaste, oui. Ce qui est important, c'est que dans le cadre des patrimoines qui sont répartis et qui ne sont pas sur partie d'un site, en 2025, on aura la possibilité de mutualiser les bâtiments et les sites appartenant au même propriétaire. Cette opération peut être très intéressante dans le cadre où le parc est hétéroclite, qu'on se retrouve avec un bâtiment très récent avec les dernières technologies ou des bâtiments très anciens sans rénovation. Ça va permettre de mutualiser les 2 types de bâtiments et à la fois de pouvoir se concentrer en termes d'investissement sur le bâtiment qui en a le plus besoin. Donc dans ce cas-là, les résultats et les objectifs seront communs aux bâtiments, même s'ils ne sont pas sur la même unité foncière. Et chaque patrimoine est différent. L'accompagnement et le plan d'action s'adaptent à chacun. Je ne vais pas pouvoir ressortir un plan d'action identique sur des types de bâtiments différents. Voilà, il faut s'adapter vraiment à la capacité d'investissement, au statut du bâtiment, à son usage. Donc il n'y a pas de plan d'action type, c'est vraiment une étude au cas par cas. En termes de temps mobilisé et en fonction des éléments disponibles de l'établissement, sur la partie uniquement décret tertiaire, ce qui veut dire sans la partie plan d'action, après un plan d'action un peu généralisé, pour les surfaces de moins de 2 000 m², il faut compter à peu près 1 jour pour un décret tertiaire initial. Ça veut dire l'ensemble de l'accompagnement des étapes 1 jusqu'aux étapes 3 avant le plan d'action. Entre 2 000 et 5 000 m², il faut compter 1 jour et demi de travail et entre 5 000 m² et 10 000 m², 2 jours de travail. Entre 10 000 m² et 20 000 m², 2 jours et demi de travail. Et après, vous vous doutez bien, sur les surfaces beaucoup plus importantes, ce sera vraiment au cas par cas. Voilà. Et après, pour un suivi annuel, il faut compter une demi-journée de travail afin de faire le bilan de l'évolution des usages et éventuellement l'évolution des surfaces de ce bâtiment et des consommations afin de pouvoir vraiment coller aux vraies avancées. Donc moi, j'ai fini maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Tout en sachant que je n'ai pas accompagné que les établissements sanitaires et médico-sociaux du département de l'Ain. Et j'ai été également mandatée pour les MFR, pour les accompagner dans cette obligation réglementaire. Sur les 5 MFR que j'ai accompagnés, 2 à la suite ont demandé un bilan énergétique initial. Comme quoi, c'est un vrai tremplin pour agir à la réduction à la réduction des consommations énergétiques. Alors, il y a une ou deux questions dans le chat. Quel outil utilisez-vous pour la modélisation suivi de la trajectoire vers 2025? Est-ce que c'est Planissimo de Négawatt ou un autre outil? Alors non, ce sont les outils que j'ai utilisés, ce sont mes propres outils. Vu que j'ai commencé en juin 2022 à effectuer cet accompagnement-là, donc je me suis conçu mes propres outils qui ne sont pas aussi élaborés que ceux de la CRMA. Pour pouvoir donc choisir l'année de référence et puis mes propres outils également pour la dissociation des usages et des surfaces en catégorie opérate. Ça marche. Que deviennent les économies financières générées par les actions? Sont-elles évaluées chaque année ou seulement au départ? Alors les économies financières, comme je vous le disais, moi je ne vais pas vraiment me diriger sur la partie économie financière. Ça sera économie en termes de consommation énergétique en kilowatts. Par contre, dans le cadre d'un accompagnement sur un bilan énergétique ou d'une étude d'opportunité, là, je vais prendre en compte l'investissement financier avec le coût de l'énergie
afin de pouvoir indiquer une estimation du temps de retour sur investissement et donc des économies d'énergie qui seront générées suite à la mise en place des différentes étapes et des différents travaux. Pour les bâtiments de santé qui n'ont pas été accompagnés par vous, un tiers des bâtiments de santé du département a priori, avez-vous un objectif d'aller les chercher pour les accompagner? Alors, je cherche à les accompagner, tout en sachant que j'ai énormément de travail, mais je peux les accompagner. C'est le but, d'obtenir, enfin d'atteindre, la majorité des établissements sanitaires et médico-sociaux du département de l'Ain. D'ailleurs, régulièrement, j'ai des entrées, heu de nouveaux établissements, tous les mois qui souhaitent donc soit un bilan énergétique initial, soit, un accompagnement au décret économie tertiaire, soit un accompagnement sur le décret BACS ou soit sur d'autres projets, de travaux. Donc voilà, la porte est pas fermée. Le fait de mutualiser à l'échelle du patrimoine induit-il de choisir pour tous les sites une même approche relative ou absolue? Il peut être alors gênant de mutualiser neuf avantagé en absolu et ancien avantagé en relatif. Non, alors, vous n'êtes pas obligé de mutualiser, les objectifs. Hem, Ils vont, prendre là, c'est pas encore, entièrement défini. L'arrêté qui et puis la mutualisation, sera, normalement en 2025, mais, le but, c'était de prendre chaque entité avec ses propres objectifs et de faire un mix au final, sur les objectifs à atteindre Mmh. et les valeurs à atteindre. Merci. Allez, 2 dernières questions. Est-ce que les années 2020 et 2021 ne sont pas annulées du fait du Covid? Absolument pas, non. C'est Elles une sont à réponse. déclarer, elles sont à déclarer. Est-ce que la LEC porte la responsabilité de la déclaration sur Opéra ou il s'agit juste d'un accompagnement et de conseils? Alors non, on ne porte pas la responsabilité sur la déclaration opérate, on conseille, on appuie, on guide, on rappelle la réglementation. Dans tous les cas, si l'établissement, j'ai des établissements par exemple, qui m'ont dit: «Non, on n'a pas de plan, on ne veut pas faire, de dissociation de surface, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a personne à titrer pour faire des plans, pour faire des relevés de mesures». Je leur explique bien les avantages, les inconvénients, surtout les inconvénients, la réglementation et le fait que plus on est précis, sur la plateforme Opérate, dans les usages et les catégories. Par exemple, vous pouvez très bien, imaginons, avoir une catégorie logistique. Cette catégorie logistique peut très bien être chauffé, que chauffé ou ni chauffé ni refroidi. Donc si, la catégorie logistique, température, ambiante, on la saisit, on aura 4 lignes de dissociation, si vous avez cette 4 typologies. Donc plus on est précis et plus les objectifs seront atteignables. Tout en Mmh. sachant que si on me dit: «Bon, ben, on a 6 200 m²», je vais leur expliquer, quels sont les risques, quelle va être la difficulté à atteindre les objectifs, pourquoi, comment et après eux, c'est leur déclaration, cette déclaration leur appartient, c'est leur choix. Voilà. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une autre question, mais je te laisserai répondre directement dans le chat, parce qu'il faut qu'on passe sur la dernière Ouais. présentation. Donc, monsieur Rousseau, je vous laisse, le micro, le partage d'écran, en général. Pas de souci. Est-ce que vous Merci. m'entendez? Très bien. Parfait. Partager l'écran. Hop là. Donc bonjour à tous, je suis Kevin Rousseau, responsable de marché tertiaire public pour la société Nepsen. Nepsen est un bureau d'études techniques basé à Vincennes et qui possède aujourd'hui 13 agences réparties un peu sur toute la France. On est entre 180 et 200 ingénieurs aujourd'hui et on fait principalement des audits
et des maîtrises d'œuvre, et principalement en rénovation énergétique. C'est pour ça que le décret tertiaire a pas mal impacté en fait notre approche et plutôt l'approche de nos clients dans ce qu'ils avaient à faire. Je vais passer un premier point de contexte rapide. Le deuxième, c'est l'adaptation de nos missions vis-à-vis des enjeux de la réglementation du décret tertiaire et nos offres qu'on a adaptées par rapport à ça. Le premier point, c'est que dans un contexte national, le contexte général, c'est la stratégie nationale bas carbone qui était l'objectif principal de diminuer la consommation, ou en tout cas la production d'équivalent CO2 en France, notamment sur le tertiaire et sur les bâtiments tertiaires qui représentent 15% de la consommation d'énergie finale à l'échelle de la France. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette démarche-là avec le décret tertiaire. Le résidentiel tertiaire représente donc 18% et le tertiaire en lui-même, c'est un tiers minimum des émissions du secteur résidentiel tertiaire, ce qui en fait le résidentiel tertiaire le troisième émetteur de CO2 sur toute la France. En 2021, la base Opérate, donc sur les consommations déclarées et assujetties, ils ont eu donc 96 TWh énergie finale de déclarés sur 600 millions de mètres carrés. Ça fait une moyenne de 160 kWh énergie finale par mètre carré par an. Et en 2019, les données du CEREN montraient que les bâtiments tertiaires en France avaient consommé environ 238 TWh énergie finale, donc tout confondu, également ceux qui n'étaient pas assujettis, correspondant à l'émission de 36 mégatonnes d'équivalent CO2. On ne Donc, voit pas passer le slide. On est sur la première. Donc, Ah. je sais qu'il y a tous ces chiffres détaillés après, c'est pour ça que je me permets. Merci. Tac, tac, tac. Attendez, je vais faire autrement. Je vais. Est-ce que vous voyez là? Oui, 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 c'est bon. Ça défile? Oui. Ok, très bien. Donc voilà, ça c'est le contexte général. Maintenant, il y a également un contexte réglementaire qui fait que sur différents aspects, il y a eu des impératifs qui ont été donnés soit par les pouvoirs publics, soit dans l'évolution des réglementations, que ça soit dans le cadre interdit de chauffer supérieur à 19 et rafraîchir inférieur à 26, par exemple, dans le code de l'énergie. C'est pas interdit, mais voilà, c'est plutôt largement préconisé. Le dispositif éco-énergie tertiaire en 2019, les obligations de régulation par pièce et calorifugage, donc dans le code de la construction, donc ça c'est plutôt avec un arrêté de 2023, mais également tous les autres textes, que ce soit les audits énergétiques pour les grandes entreprises, le décret BAX qui est plutôt, lui, allié à l'automatisation des équipements, les obligations d'ombrières photovoltaïques, les obligations d'ENR sur les toitures et de végétalisation, les réglementations thermiques qui étaient déjà existantes mais qui évoluent au fur et à mesure du temps, tout ce qui a trait à la sécurité incendie et à l'accessibilité et les risques accrus. Tout cet environnement-là, on pourra rajouter également la qualité d'air intérieur pour les équipements d'éducation, pour notamment tous les acteurs publics. Tous ces éléments-là font que aujourd'hui, quand un projet sort, en tout cas en maîtrise d'œuvre, il y a une volonté en fait de remettre un bâtiment d'équerre sur tous ces aspects-là. À la fois la partie énergétique du décret tertiaire, mais à la fois sur la partie sécurité incendie, accessibilité, réglementation, partie ENR, décret BAX, etc. On voit qu'il y a un ensemble d'éléments et donc il y a une demande de remettre à jour le bâtiment par rapport à ça. Alors, quelles ont été l'adaptation de nos missions par rapport à ces enjeux de réglementation de décret tertiaire? Le premier, c'est que avant, il y avait une réflexion sur la RT existante, dans la réglementation thermique de l'existant, qui avait une unité de compte. Donc, on comptait les objectifs de la réglementation thermique en kilowattheure énergie primaire. En termes de méthode, on était sur une consommation calculée et on n'utilisait que les usages chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, éclairage et auxiliaire. Le DPE a lui aussi également été orienté sur l'énergie primaire, mais par contre, c'était basé plutôt sur la consommation réelle et sur tous les usages. Aujourd'hui, le décret tertiaire, il discute plutôt des kilowattheures énergie finale plutôt qu'énergie primaire.
il se base sur la consommation réelle et sur lequel on ajuste en fonction de la variation météo et on est également sur l'ensemble des usages. Donc déjà, c'est le premier point qui a grandement différencié ce qu'on faisait avant par rapport à maintenant. C'est que avant on discutait énergie primaire, aujourd'hui on discute plutôt énergie finale dans les objectifs. Et également, il y a tous les usages par rapport à ça. Et de fait qu'on soit en consommation réelle, de fait qu'on soit en énergie finale et qu'on soit sur tous les usages, la récupération des données est beaucoup plus chronophage et plus complexe, puisque il y a beaucoup plus d'échanges, notamment sur la partie usage des bâtiments, des historiques de travaux, etc., des historiques du bâtiment en lui-même. Donc il y a beaucoup plus d'échanges sur les données d'entrée qui sont impératifs pour utiliser ces consommations-là et les adapter par rapport à un modèle qu'on pourrait utiliser pour vous donner des objectifs dans le cadre des audits énergétiques qu'on pourrait proposer, les objectifs décret tertiaire. Le deuxième point, c'est que les bâtiments tertiaires ont séparé, en tout cas la réglementation tertiaire a séparé en deux les usages, enfin la consommation, avec une partie, ce qu'on appelle CVC, qui sont les consommations énergétiques qui servent à maintenir, entre guillemets, en vie le bâtiment et les personnes qui sont dans le bâtiment. Et le deuxième point, c'est sur la partie use. Donc, c'est plutôt les consommations énergétiques spécifiques à l'usage du bâtiment. C'est le service qui est proposé par le bâtiment. Donc, ça va être le process, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire. Donc, il y a une vraie séparation entre ces besoins-là. Ce qu'on voit, c'est que sur ce CVC, ce point CVC-là, la partie et l'impact qui a été très important, c'est que la partie chauffage notamment et refroidissement quand il y en a, l'orientation a été très claire sur les réseaux de chaleur urbains et les réseaux de froid urbain, avec des coefficients qui favorisent les réseaux de chaleur urbains dans le cadre du décret tertiaire qui sont très importants. Donc forcément, ça change notre approche quand il y a un réseau de chaleur ou un réseau de froid urbain disponible ou à proximité. Le troisième point sur la modification, c'est qu'un point sur lequel on ne travaille pas, on est un bureau d'études techniques énergétiques, c'est que il y a un principe qui sous-tend au décret tertiaire, c'est utiliser correctement et à pleine capacité le parc immobilier existant. Ce n'est pas de recréer des surfaces, mais plutôt de bien utiliser ce qui est existant et les consommations de ressources inhérentes à ces cas-là. Donc, limiter l'artificialisation des sols, ça passe par plusieurs accès. Le premier, la rationalisation d'espace. On augmente, on diminue le nombre de mètres carrés par nombre de postes en surface de plancher. Il y a une rationalisation temporelle. On utilise plutôt des plannings d'occupation pour une même salle, etc. On va dire que le Covid n'a pas eu que des mauvais côtés puisqu'il a pas mal incité au télétravail et donc permis d'avoir une méthodologie pour rationaliser cette partie temporelle. Il y a notamment pour le tertiaire privé tout un tas d'éléments sur la cession, la restructuration, le changement d'usage d'espaces sous-occupés de leur parc. Et c'est également pour le tertiaire public, mais ça se voit particulièrement dans le tertiaire privé. Et il peut y avoir d'autres éléments sur lesquels on n'a pas forcément de visibilité, mais qui restent à inventer pour rationaliser l'intensification, puisque comme on dit, la partie usage fait partie des objectifs. Donc si vous pouvez optimiser cette intensification des usages, vous pourrez gagner dans vos objectifs. Un exemple, c'est qu'un immeuble de bureau, vous avez le cas avant sur lequel ils ont effectué des gains énergétiques par rapport à leur situation de référence qui est de 2012. Ils ont 27% atteints aujourd'hui, mais ils doivent atteindre 38%, donc 72,4 kWh par mètre carré par an. Et ben, en réfléchissant sur le pilotage de la situation de référence, donc ce qui à faire un peu plus que ce qu'ils ont fait, plus une intensification des usages, ils ont amélioré le gain énergétique passant de 27 à 33% et ils ont diminué les objectifs à atteindre avec 31% par rapport à l'intensification des usages. Du fait qu'on n'est pas avec des formules de calcul du décret tertiaire un petit peu différents dans ce qui est à faire. Donc ça, c'est des aspects qui n'étaient pas assujettis à notre métier ou alors qui étaient pas ou peu écoutés, on va dire. Aujourd'hui, c'est une question qui devient vraiment principale.
Un autre point, alors ça, nous, en tant que bureau d'études énergétiques et techniques, on l'a depuis un certain moment, puisqu'on fait des rénovations dans des bâtiments avec engagement énergétique depuis un peu plus de 10 ans. Mais ça devient, ce qui était l'exception avant, devient au fur et à mesure la norme. C'est ce que disait, il me semble, Ariane tout à l'heure du CRMA. Mais il y a une vraie volonté de bien compter, de bien mesurer, de bien savoir si les gains énergétiques, les travaux qui sont faits, vont bien atteindre les objectifs. Donc les moins 40, les moins 50, les moins 60% du décret tertiaire. Donc forcément, ça demande de l'instrumentation, de mesurer sur le terrain, avant, après, d'avoir des historiques, de voir les évolutions, d'exploiter ces ressources, que ce soit en interne chez nos clients ou en externe à travers les mainteneurs, que ce soit à travers nous ou à travers d'autres personnes. Et ça permet également d'agir au plus rapidement avant d'atteindre les objectifs, enfin les échéances de 2030, 2040, 2050, de voir des soucis s'il y en a avant qu'ils arrivent. Et ça, voilà, ça devient de plus en plus prépondérant dans nos métiers et dans les préconisations qu'on fait. Systématiquement, aujourd'hui, on fait des préconisations euh, avec mise en place de compteurs et suivi pour que justement il puisse avoir un suivi là, comme ça. Donc le suivi de la performance devient indispensable, ce qui n'était pas forcément le cas avant puisqu'il est passé sur un calcul. Un calcul, maintenant, c'est plutôt de la consommation réelle. Donc forcément, il y a besoin de suivre. Et il y a des outils pour ça, que ce soit les contrats de performance énergétique, les marchés publics global de performance ou de l'intracting. Et pour bien mesurer les gains, voilà, on utilise des méthodes, que ce soit l'IPMVP, que ce soit les plans de mesure et de vérification, quelque chose de plus simple. Mais ça évolue au fur et à mesure et on le voit. Concernant les offres Nepsen, aujourd'hui, il faut avoir une bonne cartographie de son patrimoine, c'est ce que nous proposons. Faire le point, donc c'est faire les états des lieux, fixer un cap, donc c'est de faire des scénarios immobiliers pour prioriser et afin d'arriver à bon port pour atteindre les objectifs qui sont clairement définis. C'est ce qui manquait peut-être un peu avant sur juste les obligations d'audit réglementaire, etc. Maintenant, il y a vraiment des objectifs qui sont bien ciblés, qui sont bien compréhensibles par la plupart des clients. Donc, ils savent enfin, où est-ce qu'ils doivent aller. Après, il y a tout un tas, il y a toute une méthodologie où des bureaux comme le nôtre peuvent être présents, que ce soit sur la phase audit énergétique, choix de scénario performantiel, programme de travaux, sur la phase de maîtrise d'œuvre avec la définition d'indicateurs de performance, de proposer la garantie de résultat afin d'atteindre les objectifs décret tertiaire et de contrôler l'atteinte de la performance. Euh, cette cartographie, en fait, elle permet de bien montrer que les clients doivent avoir une bonne méthodologie, pas se précipiter quand ils font un projet. Je sais que des fois, notamment dans le tertiaire public, on peut mettre des fois la charrue avant les bœufs parce que l'atteinte des objectifs n'est pas la priorité. Enfin, n'est pas forcément l'atteinte des priorités, c'est plutôt le fait. Il y a un mandat, il y a une fin de mandat, on peut avoir une priorisation faite sur certains bâtiments, mais il faut essayer de respecter au maximum parce que ces phases-là peuvent être complexes, elles sont souvent longues, notamment en partie conception. Donc, c'est à prendre en compte, vous, en tant que client public ou privé. Sur les audits énergétiques, l'état des lieux énergétiques des bâtiments, on voit que, donc ça c'est une petite cartographie un peu moyenne, c'est le chauffage qui fait principalement la consommation. Donc forcément, les préconisations que nous on fait le plus, c'est tout ce qui a trait au bâti, sur les déperditions. On voit que la déperdition, elle est principalement sur les murs extérieurs, et ensuite ça se bat entre les menuiseries, les planchers bas, les toitures. Donc il y a quand même un panel global à faire, mais ça va être le premier point à traiter, puisqu'il représente
la plupart du temps, entre 80 et 90% des bâtiments qu'on a pu auditer sur des tertiaires publics notamment. Ça peut même monter plus quand il y a des activités particulières comme des piscines ou des choses comme ça. Mais c'est principal. On voit que l'éclairage, finalement, ça consomme pas plus de entre 5 et 10%. Tous les autres aspects sont assez limités. Vraiment, l'impact le plus, c'est le chauffage. Donc, là où il y a plus d'économie d'énergie, c'est sur le bâti et ensuite la production de chauffage, puisque vous pourrez réadapter la puissance de chaufferie par rapport aux nouvelles déperditions que vous avez. Dans le cadre de ces audits, on modélise qu'on a un peu, entre guillemets, une boîte noire, c'est-à-dire qu'on a besoin de données d'entrée, on a besoin d'hypothèses d'usage, un fonctionnement. On utilise donc, on modélise votre bâtiment et ensuite, on arrive à une consommation calculée que l'on va caler par rapport aux consommations réelles afin d'avoir un modèle juste. Et quand on va proposer des préconisations, euh, avoir des pourcentages d'amélioration par rapport à un modèle énergétique basé sur le réel, ce qui fait que ça permet de prédire les consommations futures. Donc ça peut se faire soit par modélisation statique, soit par modélisation dynamique, ça dépend des difficultés, mais c'est comme ça que nous agissons. Et ensuite, voilà, bien expliquer la méthodologie aux donneurs d'ordre avec la définition des besoins, la rédaction des cahiers des charges, le choix des prestataires. Il faut une mobilisation en interne de la part des donneurs d'ordre. Ça, c'est assez important. La collecte des données est très importante aussi. Tout ça fait que vous pourrez arriver à des données cohérentes et un objectif tracé vers votre engagement énergétique et vers le changement que vous souhaitez avoir. Les principaux leviers, bon, ça va faire redite par rapport à ce que disait la personne juste avant moi, mais globalement, c'est les 4 points, l'utilisation, l'exploitation, les équipements et les travaux. Plus on va vers les travaux, plus ça coûte, mais par contre, ça a le plus d'impact. Donc forcément, il y a des choses à faire sur ce point-là. Il y a des choses à faire sur tous les aspects, mais chaque aspect a un point un petit peu différent à faire valoir. Globalement, pour atteindre les objectifs, si on ne fait pas les 4, notamment ceux de 2050, il n'est pas possible d'atteindre ou très rare, en tout cas, j'ai rarement vu l'atteinte des objectifs sans bah, utiliser ces 4 aspects-là, ces 4 leviers de rénovation énergétique, même en tant que, enfin, pour avoir vu, le moins 60% est difficilement atteignable sans production d'énergie ENR, que ce soit du photovoltaïque ou autre. Donc souvent, c'est du photovoltaïque, mais c'est assez difficile pour des bâtiments tertiaires publics d'atteindre ces objectifs-là sans les ENR. Maintenant, c'est forcément le dernier qu'on voudrait mettre, puisque plus on va faire des propositions de gains énergétiques, notamment en électricité, dans votre bâtiment, et plus la consommation énergétique électrique va être faible. Donc l'autoconsommation, si on surdimensionne la production de NR, elle ne sera pas adaptée. Donc voilà. Et ensuite, les différentes aides mobilisables pour accélérer la transition énergétique, vous en connaissez un certain nombre. Je fais un petit laïus notamment sur le fonds vert, puisque le fonds vert qui est mobilisé demande spécifiquement de faire des calculs RT pour savoir, bah, pour financer, ce qui n'est pas forcément demandé, notamment dans le cadre de la décile on peut être utilisé par pas mal de communes. Et le fait de faire un calcul RT oblige des fois à faire un double calcul, ce qui paraît illogique, sur un modèle calculé, alors qu'on est plus sur le modèle réel, calculé, mais basé sur les consommations réelles, quand on fait sur d'autres aspects, comme je vous dis, la décile notamment. Donc, ou la DETR d'ailleurs. Mais c'est des choses à prendre en compte. Quand vous faites des demandes d'audit énergétique en fonction de vos objectifs d'aide mobilisable, il ne faut pas oublier de demander ce que vous souhaitez avoir comme étude.
Voilà. Juste un petit exemple pour vous donner. Donc ça, ce sont les MPGP en Auvergne-Rhône-Alpes. Ceux qui sont encadrés en rouge sont ceux qui ont été faits par Nepsen, l'agence de Lyon et l'agence de Danemas par Nepsen. Ce qu'on a pu voir, c'est que sur ces dernières années, donc tous ces contrats-là sont suivis par la SPLOZ. Ils sont, on va dire, maîtrise d'ouvrage délégué ou assistance à maîtrise d'ouvrage la plupart du temps. Et eux, c'est notre client direct. Euh, Ils ont l'avantage, pour être venus d'une autre région, mais ils sont extrêmement moteurs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire ce type de projet-là avec engagement énergétique. La plupart ont atteint, enfin même tous ceux qu'on a réalisés ont atteint leurs objectifs. L'évolution qu'on a remarqué ces derniers temps, c'est que on était parti sur plutôt des engagements à énergie primaire. On le voit par exemple à droite, énergie primaire. Les derniers en date, ils sont plutôt orientés énergie finale. Euh, Ils sont également avec des objectifs décrets tertiaires bien marqués, mais pas trop 2050, puisque entre 2030 et 2050, il y a quand même 20 ans, donc il y a quand même largement le temps de changer de système de chauffage au moins une fois dans certains cas, et d'orienter vers des énergies renouvelables comme la pose de photovoltaïque, et toujours de regarder la possibilité de mettre un réseau de chaleur urbain sur les différents bâtiments. Donc, voilà, et donc j'ai fini, ce qui me permet de répondre à quelques questions s'il y en a. Merci beaucoup. Effectivement, on est pas trop mal tenu le timing, un tout petit peu en retard, mais ça va. Il y a effectivement encore, on peut quand même répondre effectivement à quelques questions s'il y en a. J'en ai pas vu dans le chat. Euh, S'il y en a qui en ont et qui veulent ouvrir le micro, sentez-vous libre. La climatisation a-t-elle tendance à augmenter dans les audits que vous conduisez? Alors, moi, personnellement, je fais beaucoup de tertiaires publics. Enfin, je fais principalement du tertiaire public, ce qui fait que donc, les bâtiments des communes, la plupart du temps, ils ont quand même une notion de pas trop utiliser de climatisation, de pas trop installer de climatisation. On est plutôt sur des systèmes de rafraîchissement passif, que ça soit des brises soleil orientables, que ça soit des systèmes adiabatiques sur les centrales de traitement d'air. Et c'est ce sur quoi on s'oriente maintenant systématiquement. C'est plutôt des systèmes passifs plutôt qu'actifs là-dessus. Maintenant, quand on voit des systèmes, la plupart du temps, c'est plutôt des bâtiments de bureaux qui ont de la climatisation. Quand il y a la climatisation, bah, on propose pareil des systèmes passifs pour limiter l'impact. Maintenant, la climatisation, l'impact énergétique est assez faible aujourd'hui, encore dans les audits qu'on réalise. Euh, je pense qu'il peut être plus élevé, notamment sur les communes du sud pourtour méditerranéen. Mais aujourd'hui, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'on fait, l'impact clim est assez faible. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Enfin, après, c'était quand même très clair et très opérationnel, j'ai trouvé. Donc, Euh, ouais, ce que disait Myriam Bernier de l'aspect SPLALEC, il y a eu, donc j'ai pas approfondi, mais globalement, il y a un coefficient qui optimise en fait le réseau de chaleur urbain. En gros, 1 kWh consommé est converti dans Opérat à 0,77 kWh. Plus vous avez un coefficient quand vous êtes en gaz initial entre le PCI et le PCS, en gros, vous gagnez quasiment 25-30% juste en mettant du réseau de chaleur urbain par rapport à du gaz. Effectivement. Donc ça a un impact non négligeable et beaucoup de communes s'orientent là-dessus sur ce point-là. En plus, on récupère plein de bâtiments d'un coup, c'est pratique. Oui, c'est ça. Il y a une espèce de rationalisation qui Ouais. existe sur la production. Ça permet d'avoir un seul contrat de gestion. Maintenant, les investissements sont vraiment pas neutres sur le déploiement d'un réseau de chaleur urbain. Ça coûte cher. Les abonnements coûtent cher pour les clients finaux. Le prix énergétique en kilowattheure en euros par kilowattheure est assez faible, on va dire.
est plutôt faible. Mais par contre, le prix fixe, la partie abonnement, est souvent assez élevé. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Ben, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. On va pouvoir conclure. Il n'y a pas spécialement d'autres questions, donc on va s'arrêter là. L'enregistrement sera disponible. C'est ça, Marine, tu peux peut-être indiquer où ou comment? Alors, il vous sera envoyé par mail juste après le webinaire. Bah, merci à toutes et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.